Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Pénélope. Bonjour Julien. Enchanté. Ravi de faire ta connaissance. Ah voilà, on a dit, attention, on se tutoie bien ici. sûr, On se tutoie. bien sûr. Non, je tutoie tous les invités me tutoient. Après, on pourra se revoyer si tu veux. Non, ça ira. Ok. Bon, merci. On remercie Karine qui vient de sortir de cette salle, avec qui je viens d'enregistrer un épisode qui nous a mis en relation. Absolument. Karine Decroix. Merci beaucoup. Alors, pourquoi elle nous a mis en relation ? Parce que je voulais faire des épisodes sur des types d'investissements assez niches, assez particuliers, assez exotiques, disons-le aussi. Je pense qu'on peut appeler... en tout cas, dans le monde de l'investissement, on appelle ça soit de l'investissement en patrimoine résiduel, soit exotique. Donc tu feras ton choix. Résiduel, c'est beaucoup plus conventionnel. Exotique, on comprend tout de suite que bon, c'est pas forcément une valeur sûre et c'est là où on peut prendre un peu plus de risques. Et donc, pourquoi Karine nous a mis en relation ? Parce que tu es une spécialiste du vêtement, vintage en plus. C'est ça ? Absolument. Pas de bêtises. Non. Vêtements vintage. Donc déjà, tu vas nous expliquer ce qu'est un vêtement vintage, parce que je pense que tout le monde un peu en France a sa définition du vintage. Et aussi, en quoi, aujourd'hui, acheter ce type de vêtements peut être un investissement. Peut-être faire le parallèle aussi entre la collection et l'investissement. Absolument. Je crois que c'est très lié dans la mode. Voilà. Et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Karine sur justement l'art. C'est un peu pareil, hein, tu vois. Je pense qu'il y a une forme d'affect, de plaisir. Et de plus en plus. Et ce qui me fait dire que ça va être un épisode un peu passion, tu vois, aussi. De toute façon, dans la mode, il faut mieux être passionné. D'ailleurs, tu me disais tout à l'heure, moi je suis très intuitif, pas très chiffre. Et moi ça me va qu'on parle de ça, tu vois. Ça me va parce que je fais partie de ces gens qui investissent aussi par plaisir, par envie. Et quand j'achète un tableau, ce que je disais à Karine, j'aime bien qu'il me plaise. Je l'achète pas juste parce que l'artiste est coté et que je spécule dessus, tu vois. Eh bien ça, c'est formidable parce que c'est de moins en moins le cas avec la spéculation qui existe dans l'art. Et je vais te dire une autre chose, c'est que j'adore les sacs à main. Ah. Ouais, j'adore les sacs à main, mais ma femme pas trop, tu vois. Ouais. Donc, et donc ça m'intéresse. Et tu vois, je fais partie de ces rares hommes qui savent ce qu'est un Birkin de chez Hermès, tu vois, qui sont capables aussi, ou un Kelly, tu vois, et qui sont aussi capables de savoir que un Birkin ou un Kelly sont des valeurs sûres chez Hermès. Peut-être que tu vas me le confirmer ou pas. Bien sûr. Et que chez Chanel, il y a 2-3 modèles iconiques aussi, voilà, et que Vuitton, ça vaut pas grand-chose. Sauf les collectors, les collaborations. Voilà, mais en tout cas, par rapport à l'image qu'ont les gens, tu vois, d'un Vuitton, alors qu'en fait, Vuitton, ça s'est hyper popularisé quand même, et que, voilà, tu nous feras aussi ta différence. Donc aujourd'hui, on va parler de sacs à main et de vêtements. Parfait. Qui tu es déjà ? Alors, je travaille dans les ventes aux enchères depuis une petite vingtaine d'années en tant qu'expert. C'est-à-dire que, bon, au départ, quand je resitue un petit peu les ventes aux enchères il y a une vingtaine d'années, Internet n'existait pas. C'est quand même quelque chose de très important parce qu'à l'époque, tout se passait à l'hôtel Drouot. On avait des ventes aux enchères comme des ventes aux enchères de tableaux, de design, enfin, des timbres, enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et donc, à l'époque, les gens ne pouvaient enchérir que par téléphone ou en étant présents dans la salle ou en laissant des ordres d'achat. Mais c'est-à-dire également qu'ils n'avaient pas accès au catalogue et qu'en mode, évidemment, on ne pouvait pas photographier tous les lots. Donc, il y avait un accès limité, tant en termes de visibilité et donc en termes d'acheteurs et notamment à l'international. Il faut dire aussi qu'il y a 20 ans, ce n'était pas du tout la même situation. C'est-à-dire que le second marché de la mode était extrêmement limité et réservé à des professionnels. Et donc, quand j'ai démarré, voilà, j'avais pas du tout cette idée, je dois le dire quand même, d'économie circulaire et d'engouement pour le second marché. Alors, c'est vrai que cette culture du vintage existait plutôt dans les pays anglo-saxons. Et en France, ça a commencé, oui, avec évidemment pour des raisons écologiques et de sustainability, comme on dit, et de prise de conscience des jeunes générations, voilà, de cette production insensée, enfin, avec tous les dommages collatéraux que ça peut produire. Et donc, ils se sont tournés vers la seconde main et avec une idée, en fait, de revaloriser le patrimoine existant vestimentaire. Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un marché en plein essor. C'est un marché qui, je crois,
va atteindre à peu près 60 milliards de dollars et qui a une croissance de 25% par an, ce qui est phénoménal. Tu parles du marché de la seconde main. Ouais, marché de la seconde main, mode. Mode, ouais. Qu'est-ce qu'on englobe justement dans la mode ? À partir de quoi, de combien, comment on caractérise un objet de mode ? Alors, un objet de mode, il y a effectivement plusieurs catégories. Alors déjà, il y a tous les sacs à main. Alors, les sacs à main, c'est ce qu'il y a presque de plus facile à acheter et à revendre. Parce que le sac à main, finalement, c'est un objet statutaire qui est facile à porter, qui ne demande pas vraiment de connaissances. Et ça dit quelque chose très rapidement. Pour les vêtements, c'est plus compliqué parce que les vêtements, alors pour définir et séparer les vêtements de seconde main d'il y a 2 ans, je ne sais pas, des choses d'Isabelle Marant, Givenchy, etc., des maisons relativement quand même connues, mais de collections récentes, alors ça, c'est plutôt des sites communautaires, type Vestiaire Collective, Vinted, etc. Dans les ventes aux enchères et sur d'autres sites de revente, on se focalise plutôt sur des vêtements qui ont ce qu'on appelle vintage, plus de 20 ans d'âge. Parce qu'en fait, c'est comme l'art moderne et l'art contemporain, ça évolue en permanence. Quand j'ai démarré, on ne vendait pas du tout des années 80 ou 90, c'était trop proche. Et aujourd'hui, c'est ce que tout le monde s'arrache. Donc, le vintage évolue avec le temps qui passe. Donc, cette particularité du vintage, c'est qu'elle n'est pas forcément très facile à manier aujourd'hui. La plupart des époques, enfin jusqu'aux années 80, on va dire, la silhouette était assez marquée. C'est-à-dire qu'on est capable de reconnaître une silhouette 80, 70, 60, etc. Après, les pistes se brouillent un peu dans les années 90 avec 2 mouvements assez contradictoires, le côté un peu baroque, la poursuite en fait des années 80 et le minimalisme. Et les années 2000, je vous mets au défi de me donner une silhouette des années 2000 et des années 2010 parce qu'en fait les choses se sont complètement, on va dire dispersées et que ça, je trouve ça très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens en fait se créent leur propre style en tant que moyen d'expression. Et donc pour cela, ils adorent l'idée d'aller utiliser ou faire dialoguer des pièces du passé avec des pièces d'aujourd'hui, etc. Sauf que c'est plus compliqué à manier parce que déjà, c'est une prise de risque. Tout le monde n'a pas le sens du style. Alors qu'un sac Kelly à la main, ça va, quoi. C'est facile. Il faut faire dialoguer, donc, les couleurs, les proportions, etc. Donc voilà, la prise de risque est beaucoup plus importante. Et en plus, ça dit beaucoup plus sur la personne qu'un sac à main qui veut juste dire... Moi, je fais partie du monde des filles qui ont, je sais pas, un Kelly, un Chanel. Bon, ok, ça vous met dans un certain monde, mais enfin bon, ça dit pas grand-chose en fait de vous-même. Enfin, bon, plus limité que la mode. Voilà, donc la mode. Après, vous avez la mode patrimoniale aussi. Alors ça, c'est des vêtements qui ont vraiment... Enfin, le vintage, en général, c'est caractérisé quand même par un vêtement qui possède les attributs stylistiques d'une époque. Que ce soit d'une grande maison ou d'ailleurs anonyme, travail de couturière ou de marque beaucoup plus prête à porter. Enfin, moi, je fais pas la différence. Ce qui m'intéresse, c'est le vêtement, quelle résonance il peut avoir avec la mode actuelle. Voilà, moi, comment je travaille. Je suis intéressée par des pièces. Bon, les pièces patrimoniales qui vont dans les musées ou qui ont vraiment eu un impact sur l'histoire. Dans l'histoire de la mode, exactement. Ça, c'est évidemment très intéressant, passionnant, etc. Mais c'est pas des pièces... Déjà, elles valent beaucoup d'argent. Enfin, les robes des années 20, par exemple, on va pas porter. Des pièces qui se portent, quoi. Oui, alors... En tout cas, avant-guerre, c'est plus compliqué, quoique parfois des robes des années 30 ou 40 peuvent être tout à fait portées aujourd'hui, puisque je vous rappelle que la mode est un cercle permanent d'emprunt au passé, etc. Et que, par exemple, les années 80 ont été largement influencées par les années 40. Donc, c'est vraiment une relecture à chaque fois. C'est vrai. Avec les années qui évoluent. Après, il y a des proportions qui changent un peu et tout ça. Bon. Donc, c'est plus facile quand même de porter de la mode après-guerre que de la mode avant-guerre. Et en plus, parce que... pour la préciosité des étoffes, les broderies, etc. C'est pas des vêtements qui ont forcément très bien vieilli, enfin ça dépend des cas, mais... Et en plus, on a moins l'occasion de s'habiller aujourd'hui, sauf aux États-Unis, évidemment, sur les tapis rouges. Voilà, donc les vêtements patrimoniaux, généralement, ils retournent... Bon, ils vont soit dans des institutions, soit dans les musées, etc., soit dans les collections privées, soit ils retournent dans les archives des maisons. Parce que ça aussi, c'est un autre point important. C'est assez récent que les maisons s'intéressent à leur patrimoine, à leurs archives. Et sauf exception, comme Dior, Chanel, Balenciaga, quelques maisons comme ça, finalement, très peu de maisons ont conservé les pièces des défilés, parce qu'à l'époque, où, par exemple, on payait les mannequins, elles n'avaient pas d'argent. Et tu leur laissais... Et en fait, on leur filait les vêtements avec lesquels etc. Donc, il y a beaucoup de maisons qui sont en recherche de tout ça pour reconstruire ce patrimoine.
Et alors, si on fait un focus sur les sacs à main. Ouais, les sacs à main. Ouais, si on fait un focus sur les sacs à main, au départ, qu'est-ce qui fait déjà qu'aujourd'hui, on a cité quelques-uns, là, le Kelly notamment, le Birkin d'Hermès. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces sacs sortent du lot sur le marché? Qu'est-ce qui fait que ça en fait un sac iconique, d'une part, mais aussi un bon investissement? C'est vrai que la maison qui sort un peu du lot, on va dire, c'est pas très joli, mais enfin bon, surtout pour cette maison Hermès prestigieuse, qui a vraiment une histoire très ancrée, enfin très lointaine en France, avec un savoir-faire qu'ils ont su préserver, etc., est un cas un peu particulier. Alors, notamment, les avez cités, avec 2 modèles iconiques. Tu me tutoies, Pénélope, on a dit. Des Mustapha, c'est vrai, pardon, je suis trop bien élevée. Non, je rigole. Donc, ces 2 modèles, parce que peut-être le Kelly, finalement, a été créé dans les années 30, avant de s'appeler d'ailleurs le Kelly, parce que l'histoire serait que Grace Kelly cachait son ventre avec ce modèle, qui est devenu donc le Kelly, dans les années 50. Okay. Et le Birkin, qui est plus récente, donc c'est ce sac qui a été créé suite à la rencontre de Jean-Louis Dumas et de Jane Birkin dans l'avion, où elle lui a demandé est-ce que vous ne pourriez pas créer un sac fourre-tout où une bonne femme peut mettre tout son bazar. Voilà comment le Birkin a été créé. Chouette, donc dans les années 80. Une histoire comme ça, tu vois, identitaire, je trouve. Donc en fait, c'est des histoires, qui sont, enfin en tout cas pour le Birkin pratique. Ouais. Une adaptation aux besoins de la femme. Et pour le Kelly, oui, c'est rigolo qu'il ait pris le nom. Mais enfin, on a aussi l'exemple du Lady Di, ou Lady Di, je sais pas comment on dit. Enfin, bref, que la princesse Diana. Di, c'est sûr, oui, ça, oui, ça Di, c'est sûr. Ouais. Enfin, non, Di, je sais pas, mais c'est sûr Lady Di, moi je dis les Pokémon. C'est sûr qu'elle n'est plus, mais... Non, mais en tout cas, si c'est elle qui a... Parce qu'elle l'a beaucoup porté, il a pris son nom. Et voilà, donc ça donne un peu, évidemment, d'âme à ces produits. Alors ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a un engouement si fort sur ces 2 produits chez Hermès? D'abord parce qu'il est extrêmement... Donc il y a toute cette histoire, le savoir-faire de la maison, etc. Mais il est extrêmement compliqué aujourd'hui, finalement, de pouvoir les acheter en boutique. Donc c'est surtout la rareté. C'est la rareté qui existe depuis un certain temps. Parce qu'en fait, Hermès a des contraintes de production, puisque c'est extrêmement bien fait en France, etc. Donc ils n'ont pas une production qui est indéfiniment... croissante, et d'ailleurs c'est sûrement une volonté aussi de leur part, de produire un certain nombre de Birkin et de Kelly par an, même si ça ne répond pas à une demande qui s'est aussi extrêmement internationalisée. Et puis ces sacs sont des sacs aussi qu'on se transmet de génération en génération. Dans les ventes aux enchères, j'ai énormément, alors de Kelly plutôt, puisqu'il est plus ancien, que les dames ont hérité de leur maman, leur grand-mère, etc. Et en fait, comme ce modèle n'a pas évolué, en réalité, dans ses proportions... il se vend toujours neuf aujourd'hui dans les Bien boutiques. sûr, il se vend toujours neuf. Et alors, le modèle le plus basique, je pense qu'il est aux alentours de 8 000 €. Mais ce n'est pas tant le prix qui est un problème. C'est de pouvoir y accéder. Parce qu'aujourd'hui, chez Hermès, rue du Faubourg Saint-Honoré, pour acheter ce type de modèle, vous devez prendre rendez-vous. Déjà, Qui peut prendre rendez-vous? Qui peut prendre rendez-vous? Moi, je veux acheter un sac à ma femme. Est-ce que si j'ai pas d'historique avec Hermès, je peux le faire? Alors, oui, enfin, vous pouvez le faire, mais vous l'aurez dans, je sais pas, 18 mois. Et encore, vous l'aurez en couleur étoupe. Et ce sera du Togo. Mais alors, si vous voulez, on va aller dans le... Détail. Non, mais c'est important de savoir qu'est-ce qui est vraiment valorisé dans le Kelly ou le Birkin comme... Mais ça dépend où vous vous situez dans la vie. Si vous êtes un milliardaire chinois, c'est pas pour ça que vous l'aurez peut-être rapidement. Effectivement, ça dépend de votre histoire avec Hermès. Si vous êtes un gros client d'Hermès et que vous achetez des sacs, de la vaisselle, je sais pas, des vêtements et tout ça, évidemment, cette relation privilégiée vous fera accéder plus rapidement à des modèles exceptionnels. Si vous avez juste envie, et c'est tout à fait légitime, d'un Birkin dans un cuir facile à porter tous les jours, on va dire, vous arrivez à la boutique, vous prenez rendez-vous, qu'est-ce que vous avez de disponible? Bon, parfois, ils en ont quelques-uns en stock. Ah oui? Ouais, ça arrive. On peut aller chez Hermès et sortir... alors, il ne faut pas être trop difficile, il faut s'adapter à leur offre. J'imagine qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont là, on ne sait jamais. Mais en fait, généralement, quand on s'achète un sac à ce prix-là, on a quand même des idées précises, au moins une couleur et une couleur de garniture. Mais si vous voulez votre Kelly avec des garnitures en métal palladier, enfin argent, et qu'ils ont que du métal doré, je ne sais pas si vous allez prendre quand même le même. Bon, voilà, on peut être un peu exigeant. Donc, cette offre très limitée se confronte à une demande très forte. Et c'est ça qui a d'ailleurs créé ce second marché extraordinaire sur le sac Hermès.
C'est vraiment une question de marché, d'offre et de demande. Donc, en fait, ça a commencé réellement au début des années 2000. Et à l'époque, vous aviez quelques maisons qui organisaient des ventes aux enchères. Et moi, j'appelle ça vraiment the golden age, quoi. C'était à l'époque, il y avait une telle demande sur le second marché et tellement, finalement, peu d'offres par rapport à aujourd'hui. Les vestiaires n'existaient pas, Collector Scott, enfin, ça n'existait pas, tout ça. Donc, très peu de maisons organisaient des ventes avec des sacs à main. Et les prix, alors là, flambaient, mais c'était dingue, vraiment. Et puis, finalement, voyant les résultats de ces ventes, d'autres acteurs dans les ventes aux enchères, notamment Christie's, s'est mis à vendre des sacs aux enchères. Donc c'est quand même intéressant que ces grandes maisons qui quand même étaient plutôt spécialisées dans l'art, dans toute avec la noblesse, enfin, les différents arts de l'art. Oui, plus tableaux, sculptures. Oui, enfin des choses... œuvres d'art au sens... nobles, voilà. Parce que c'était pas une discipline très considérée. Oui, parce qu'un maroquinier pourra vous dire que c'est de l'art, mais... ouais, bon, après c'est tout un débat, voilà, l'art appliqué. Ouais. Mais, ok, mais enfin, en tout cas, ces grandes maisons ne s'y intéressaient pas. Et à nouveau, cette discipline n'était pas considérée. On ne vendait pas de mode non plus dans les grandes maisons. Enfin, ils ont quand même compris que déjà, c'était financièrement intéressant et surtout que ça touchait un public plus large, mais qui avait de l'argent quand même. Peut-être moins élitiste, on va dire culturellement parlant, etc. Bon, bah alors voilà, donc ils s'y sont mis. Le succès a été fulgurant, notamment en Asie. Ça, c'est sûr que les Asiatiques dépensent des fortunes. D'ailleurs, les plus gros prix sont souvent... atteint là-bas. Après, le timing était bon aussi, parce qu'en Asie, il y a eu quand même un boom, justement, d'achat d'art, d'achat de pièces de luxe, etc. Bien sûr, avec l'ouverture sur, j'imagine, l'Occident, et des gens très, très, très... Même si c'est peu en pourcentage, ils sont tellement riches que c'est pas le même marché. À partir du moment où ils ont débuté un peu cette ouverture, comme tu dis, et qu'ils ont voyagé, qu'ils sont venus en masse dans d'autres pays occidentaux et autres, qu'ils ont vu de quoi il s'agissait, et ils ont été tellement restreints pendant des décennies et décennies, que je pense qu'effectivement ils se sont lâchés, et malgré tout en plus ils avaient les moyens de le faire. Absolument, oui. Oui, parce que finalement ces sommes pour eux les ultra riches c'est dérisoire. Est-ce que tu penses que justement c'est ça qui tire un peu le marché vers le haut aussi? Oui, mais alors il ne faut pas confondre des sacs exceptionnels, je sais pas, un Birkin en crocodile Himalaya avec des garnitures en or, pavé de diamants. Combien ça coûte ça? Déjà, je pense que c'est compliqué de l'avoir neuf. Ça, j'en parle. Mais ils doivent en produire, je sais pas. Je dis un peu, je sais pas, mais je dirais 5 par an. Ok. Et ensuite, donc, il y a le second marché pour les ventes très prestigieuses de Christie's à Hong Kong, où les gens vendent en fait ces sacs-là, souvent très récents d'ailleurs. Souvent, ils sont très récents et ça peut atteindre entre 150 000 200 000 euros. Je crois que le record du monde, c'est aux alentours de 300 000 $ pour un sac. Pour un sac. Quand tu dis que les gens les vendent rapidement, ça voudrait dire, est-ce qu'on pourrait tirer des conclusions du fait que c'est des gens qui ont un accès privilégié à la maison Hermès, qui les achètent, qui les portent peu ou pas, et qui les revendent? Oui, ça, il ne faut pas les porter. Parce que ça change. Alors qu'ils ne les portent pas et qu'ils les revendent? Alors oui, j'imagine, parce que c'est vrai qu'on voit souvent des sacs de, je sais pas, 2020, 2021, 2022. Un jour, j'ai une dame, alors c'est pas sur ce type, c'était un sac plutôt simple, c'était un Birkin ou un Kelly, je sais pas, en cuir Togo, simple, mais d'une couleur... Cuir Togo, c'est le cuir de base? Oui, c'est un cuir grainé, facile à porter tous les jours. Il était fuchsia, violine, un truc comme ça. Et je me souviens, c'est la maison Hermès d'une ville de province qui avait appelé cette cliente en lui disant « Oui, nous avons un Kelly, machin et tout ». Donc à l'époque, c'était un prix normal, quoi. C'est pas parce qu'il est rose qu'il va être plus cher. Je sais pas, c'était peut-être 8 500 €, un truc comme ça. Et la bonne femme nous avait appelé directement quand j'étais chez Arcurial, et elle en voulait 12 000, quoi. Direct, elle voulait faire la culbute. Donc elle avait quand même conscience de ce privilège. On ne sait pas pourquoi Hermès l'avait appelée. Et elle, derrière, elle s'est empressée de le revendre. Alors j'imagine, ça c'est pour un sac à 8 000 €. Ça doit être à peu près la même chose pour des sacs à des prix fous. Ça vaut quoi concrètement aujourd'hui? C'est quoi le coefficient multiplicateur? Je peux pas te dire comme ça, parce que les ventes aux enchères, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Il faut savoir qu'il y a des marchés, en fait, il y a des moyens, des marchés qui vont être beaucoup plus réceptifs à certains modèles. Par exemple, en France, on préfère en général les modèles dans des couleurs sobres, vintage, patinés. Mais si on part à Monaco, par exemple, alors là, on est plutôt dans le clinquant. Donc là, les acheteuses vont être plutôt attirées par des modèles de couleurs, dans des peaux exotiques, en excellent état. Très important. Et puis en Asie, c'est la même chose, mais elles vont être par exemple plus attirées par des petits modèles, parce qu'elles sont plus petites. En fait, il y a ça aussi, il y a des espèces de phénomènes intéressants entre la mode actuelle et les modèles recherchés. Par exemple,
Le modèle Constance, c'est un vieux modèle daté des années 70 chez Hermès. C'est un modèle avec le H au milieu, un petit sac. Plus du tout à la mode pendant des années. Moi, je sais pas, ça faisait 300 €. Enfin, c'était rien à l'époque. Il y a eu un moment où ça se vendait vraiment que dalle. Et puis tout d'un coup, la maison Céline s'est remis à reproposer des sacs un peu 70, comme ça, cette forme et tout, dans la même proportion. Alors là, ça a flambé. Les prix du Constance sont multipliés, je sais pas, par 10 et tout. Et donc voilà, et c'est pareil dans la mode. Il y a eu des moments, ça dépend de l'actualité de la maison. Il y a des moments qui sont, des périodes des maisons qui sont un peu en désuétude, quoi. Enfin, je peux prendre 2 exemples, Paco Rabanne, Courrèges. Ça a été un peu... il s'est pas passé grand-chose pendant quelques années. Et à cette époque-là, c'est vrai qu'en vente aux enchères, la mode passée de ces maisons n'était pas très cotée. Et puis tout d'un coup, ils placent des créateurs, des directeurs artistiques géniaux, talentueux et tout. La maison redevient super désirable. Hop, sur le second marché, c'est pareil. Les prix flambent. Donc en fait, il y a des espèces de modes aussi sur le second marché. Et dans les sacs, hormis donc Kelly, les modèles Kelly, Birkin, et maintenant on peut dire Constance, c'est vrai que c'est un peu pareil. Bon, après, si on dépasse Hermès, Chanel aussi, c'est quand même une marque extraordinaire. Ça marche aussi pour les vêtements chez Chanel, parce que les codes stylistiques sont tellement identifiables qu'une veste Chanel, de toute façon, elle partira à un prix important. Et l'avantage de ce que tu disais aussi, c'est que le marché, il est international. Très donc ça veut dire que tu peux la vendre n'importe où dans le monde. Ouais. Tu ne te limites pas non. à ta rue, ton quartier, ton pays. Mais c'est ça qui est extraordinaire avec ce qui s'est passé à la révolution Internet. C'est vrai que je vous ai parlé du début, mais pas de la suite. Internet a permis de proposer online des catalogues où, pour le coup, tout était photographié. Alors, personnellement, moi, la manière dont je traite la mode est un peu différente de celle des autres, parce que d'abord, je suis passionnée de mode et je viens du milieu de la mode. Donc, je ne viens pas du milieu des enchères. Je suis tombée là-dedans par hasard. Et donc, en fait, nous, on fait beaucoup de travail sur les pièces, à la fois en recherche iconographique, c'est-à-dire qu'on essaye de dater précisément les pièces et de retrouver les images d'époque. Et dans la manière dont on les propose, on fait un gros travail d'image, où on essaye justement d'être un peu force de proposition pour ces jeunes filles, ou ces dames, d'ailleurs, il n'y a pas que des jeunes filles, qui achètent ces pièces du passé, pour leur montrer que si la veste, machin, les portait... C'est pas la même chose de mettre une veste sur un Stockman sans jambes, sans tête, ce qui arrive quand même dans toutes les ventes aux enchères, en général, parce que c'est des maisons généralistes. C'est vrai que c'est pas évident de se projeter. Non, c'est des maisons généralistes et elles savent pas traiter la mode. Et c'est normal, c'est pas des départements importants pour elles. Et donc nous, on fait cet effort, mais qui est en fait un plaisir de stylisme, où en fait on présente les pièces, mais toujours associées à plutôt des pièces basiques, un jean, je sais pas, une jupe 50, on peut la mettre avec un sweatshirt basique. Et parfois, on s'amuse aussi à mixer des pièces de la vente. Ça pourrait être du Saint-Laurent Rive Gauche avec du Comme des Garçons. Parce que ça donne vraiment une interprétation très différente des pièces. Et ça l'ancre dans le présent. Et ça, c'est important, je trouve. Donc, voilà, ce travail de mode nous permet, je pense, de rendre la pièce plus désirable et à la fin, faire des prix meilleurs. Et donc, à l'international, évidemment. Bon, du coup, je t'ai coupé sur le Chanel. Ouais, le Chanel. Non, Chanel, très intéressant parce que code stylistique hyper identifiable. Donc ça, et alors ça, je veux dire, à l'époque de Lagerfeld égal, enfin en fait ça ne change jamais, il y a toujours ces boutons, les vestes ne bougent pas, alors elles bougent dans les proportions, mais ces galons, le tweed, enfin tout ça, plus maintenant du logo partout. Bon, Chanel c'est magique en mode. C'est magique aussi en sac, parce qu'il y a des modèles, c'est la même histoire. Le 255, il a dû être créé en février 1955. C'était un sac qui date... D'où le 255. Exactement, elle faisait souvent des trucs comme ça, Chanel, c'est souvent très... Ok. Très rationnel comme explication. Après, il y a eu des sacs développés comme le Timeless, avec le gros... oui, parce que le 255 n'avait pas un fermoir siglé. Mais Lagerfeld, il a l'idée géniale quand même de mettre ce logo en avant, un peu avant tout le monde. Et donc, le Timeless est né avec ce gros logo CC. Double C, là. Et puis le matelassage, et puis la chaîne. Donc, c'était quand même génial. Le matelassage, c'est quand même assez iconique chez Chanel. Absolument, c'est vraiment un des codes stylistiques forts qui est réutilisable à l'infini. Enfin... Donc voilà, donc Chanel, après il développe des sacs, le numéro 19, le Boy, etc. Mais enfin bon, les sacs Chanel aussi sont extrêmement... C'est quoi justement les modèles aujourd'hui phares sur le marché qui seraient équivalents du Kelly ou du Birkin chez Hermès? En fait, c'est les modèles, le Timeless, le 255 dans une moindre mesure parce qu'il est moins siglé. Il faut quand même connaître ce fermoir. Enfin, il y a la chaîne, le matelassage. Bon. Après, il y a des nouveaux modèles comme le Boy. Alors, le fermoir, oui, il y a du CC, mais enfin, un peu plus discret. C'est un drôle de fermoir.
Et le 19 qu'ils ont développé récemment, qui est très aussi marqué, avec tous les attributs Chanel. Donc voilà, mais ce serait le timeless quand même, je dirais, le plus facile, enfin le plus recherché. Et qui donc, porte bien son nom au final, timeless. Voilà. En fait, c'est des must-have, ce qui est un peu différent des sacs, les hit bags, qui sont un peu des sacs, des phénomènes de mode. Ok. Voilà. Et c'est des sacs. Comment t'appelles ça? Le hit bag. Comment t'écris ça? IT, plus loin bag. C'est le sac à avoir. Ok. Ah ouais. Sauf que ces sacs, ils ont une durée de vie plus courte. Ok. Voilà. Mais en fait, la tendance est quand même dans les maisons. Si on prend un créateur comme Alessandro Michele chez Gucci, qui a quand même remis la maison sous le feu des projecteurs de manière extrêmement puissante, lui, ce qui était intéressant, c'est que collection après collection, que ce soit dans la mode, dans les sacs, c'était tellement identifiable que finalement... Parce qu'avant, en fait, une collection qui passait, hop, il y avait la nouvelle collection, ça démodait l'autre. Tout à fait. C'était le principe. Mais aujourd'hui, en fait, on est dans une continuité stylistique dans les maisons qui produit l'effet que, en fait, votre pièce de l'année dernière, elle perd pas de valeur si vous la revendez 2 ans après, parce que de toute façon, elle a les attributs de la maison pendant un certain temps. Bon, maintenant, par exemple, Alessandro Michele, il est plus là, mais toute cette période, elle reste extrêmement identifiable, recherchée, parce qu'en fait, évidemment, en ce moment, il se cherche un peu. Maintenant, c'est difficile d'arriver après lui. C'est lui qu'on voit dans le film. Tu l'as vu, ce film avec Lady Gaga qui reprend... Non. Ah, le film, mais le film. Comment il s'appelle? Il s'appelle Gucci, ce film? Non, comment il s'appelle? Ah, le Gucci, oui. Bah non, pas du tout. C'est alors... avec Lady Gaga, non, qui joue Oui, tout à fait, c'est Lady Gaga. Mais alors non, ils sont dans les années 70. Oui, donc c'est pas lui qu'on voit, pas parce du que tout. Le nom ne disait rien. Non, pas du tout. Ça, c'est... Bon, à Gucci, ils ont été géniaux parce qu'ils ont inventé le logo aussi dans les années 70. Ils ont vraiment travaillé sur le logo. Donc voilà, après, dans la mode moins ancienne, c'est vrai qu'il y a des... Quand le créateur génial... disparaît pour une raison ou une autre. Je pense à McQueen, par exemple. Évidemment, tout de suite, la cote va monter plus rapidement. Ok. Il faut souvent un temps de maturation dans l'histoire de la mode pour comprendre qu'un créateur a finalement été génial. On s'en rend pas forcément compte tout de suite. Sauf dans des cas comme ça, où de toute façon, même de son vivant, il était considéré comme un créateur génial. C'est marrant ce que tu dis, parce que c'est pas le cas dans l'art, par exemple, tu vois. C'est pas parce qu'un artiste peintre, par exemple, va décéder que la cote va énormément monter à son décès. Parce que le marché a déjà pricé qu'il allait mourir un jour, de toute façon. Donc, tu vois, je prends Soulage, par exemple, le tableau, on peut exploser après sa mort. Mais parce qu'il avait déjà énormément de succès de son vivant. Mais c'est pas vrai pour, par exemple, un artiste comme Simon Entaille, qui, de son vivant, bon, je dis pas qu'il était pas connu, enfin, bon, il a eu une rétrospective à Beaubourg, et là, ça a explosé. Ouais. Ça dépend, je pense. Ça peut dépendre. Et d'ailleurs, enfin, on peut aussi dire que parmi les artistes vivants, c'est de la même manière. Il y a des moments où ils ont explosé, puis tout d'un coup, il n'y a plus de demande, et là, la cote s'effondre. Mais dans la mode, c'est assez intéressant parce que c'est pareil. Si vous prenez une maison comme Saint-Laurent, pour ne citer que... L'évolution, en fait, les années... Donc, Saint-Laurent, il démarre en 62 avec la haute couture. En 66, il lance le prêt-à-porter. Donc toute la période 60, 70, ça c'est, je pense, le Graal. 80, ça va encore, mais alors 90, bon, c'est la fin, et c'est des répétitions, etc. Eh bien, en fait, évidemment que les gens vont rechercher davantage les périodes où où son style a révolutionné la mode, on peut dire ça chez lui, que la fin. Et en fait, souvent, un créateur se fait connaître parce que quelque part, il bouscule ce qui existe. Et donc, c'est toujours le début de l'histoire, et en fait, où il produit très peu. Et donc, c'est toujours ce qui est le plus recherché et le plus coté. Par exemple, chez Gaultier, chez Mugler, chez Montana. C'est vraiment des moments qui sont extrêmement recherchés et rares. Et puis ensuite, le style se dilue année après année. Et puis, par exemple, Mugler, c'est un bon exemple, parce que Mugler, il a quitté sa maison en 2002. Ensuite, il ne s'est rien passé pendant des années. Et puis là, il y a ce nouveau DA. J'ai oublié le nom. DA, c'est directeur artistique. Qui remet les Mugler devant l'un. Et voilà, il y a une cote formidable pour Mugler en vente aux enchères. Ouais, donc c'est quand même fait de swing et de périodes un peu up and down, sauf pour de très grandes maisons qui ont quand même été assez linéaires dans le temps, au final. Et si on sort des sacs à main et qu'on va maintenant sur le vêtement, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, le vêtement... Juste autre chose, il y a les bijoux aussi. Ouais, les bijoux fantaisie, les bijoux de couturier. Alors par exemple, Chanel, c'est aussi la folie, quoi. Chanel et Saint-Laurent, alors ça, les gens s'arrachent les bijoux de ces deux maisons. Bon, les Chanel, ils sont extrêmement identifiables. Et les logos, bon, il y en a partout, surtout depuis 20 ans. Ouais. Et les Saint-Laurent, je sais pas, ils sont reconnaissables quand même
Parfois, il y a du YSL, mais un peu moins quand même. Et ça aussi, c'est extrêmement demandé. Mais tu vois, sur les bijoux, je me dis, il y a une matière, quand même, qui a une cote. L'or, ça a une cote. C'est pas de l'or. Mais non, mais c'est non, les bijoux faux. fantasy, tu parles. Bah, oui, bien tu parles sûr, des bijoux moi, fantasy, je suis pas du tout dans la joie. Oui, oui. Le fantasy. Oui, d'accord. Le fantasy, ouais. Et ça prend dans le temps. Il y a des choses qui prennent de la valeur dans le temps, y compris sur de la fantasy. Bah, en fait, prennent de la valeur. Alors, c'est pour ça, on va peut-être aborder ce côté aussi. Parce que c'est prendre de la valeur. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle visibilité, on va dire, des choses qui sont à vendre. Je veux dire, parce qu'il y a Internet et que tout est sur Internet. C'est compliqué, donc, pour le côté investissement. D'ailleurs, je voulais démarrer par ça, que je trouve que ce terme n'est pas du tout adapté, en réalité. On revient sur collection, passion, investissement. Ouais, donc là, ce que je veux dire, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est compliqué de faire des coups. Ce qui était le cas dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, un Kelly noir qui traîne, je parle surtout il va être tout de suite, les gens ont des alertes, et que ce soit sur Draw ou Vestiaire ou je ne sais quelle plateforme, hop, on le sait. Donc c'est compliqué que le truc passe à la trappe et que tout d'un coup vous passiez x10 parce qu'en fait, les gens savent ce qu'ils vendent aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant non plus. Il vaut mieux se faire copain avec une petite mamie du quartier. Absolument, les mamies du quartier, qui a bien vécu. C'est les meilleures. D'ailleurs, dans les ventes aux enchères, on a beaucoup de choses par les successions. Bien sûr. C'est pas du tout la même clientèle que sur Vestiaire, où là, peut-être il y a plus de spéculation. Mais personnellement, je peux pas appeler ça investissement parce que c'est un peu comme toi tout à l'heure avec l'art. Je trouve que d'abord, on s'achète un sac, un vêtement parce qu'on l'aime et qu'on va le porter. Sauf les collectionneurs. Mais dans la mode, les collectionneurs, déjà, sont beaucoup plus rares que dans d'autres disciplines. Je pense que la première raison étant parce qu'il y a un problème de conservation et de stockage. C'est pas facile. Et souvent, quand même, les collectionneurs aujourd'hui qui sont devenus collectionneurs, c'est vraiment par accident. Ils ont commencé à accumuler des choses, mais parce qu'ils aimaient, je sais pas, chaussures, des périodes, des maisons, etc. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils en avaient accumulé tellement que c'est devenu une collection. Mais c'était pas une volonté première. Ça arrive souvent. Et puis la collection, elle peut avoir plusieurs fonctionnalités chez les gens. Alors je parle de mode. Bon, vous avez évidemment la collectionneuse de sacs Hermès. Tu as les collectionneuses de sacs Hermès. On dira que tu t'adresses aux auditeurs. Oh, voilà, exactement. Les collectionneuses de sacs Hermès, ça peut arriver. J'en ai connu. Qui, par exemple, il y en avait une, c'était rigolo. Elle avait réussi à obtenir un Kelly Cut. Alors c'est un modèle Kelly, une déclinaison du Kelly. Dans un format, ça devait faire 3 cm de plus que celui qu'elle avait déjà, mais dans la même couleur. Et elle a acheté qui était un tout petit peu plus grand ou plus petit, je me souviens plus. Comme elle avait un peu un doublon quand même, elle a revendu l'autre. Et alors, c'est vrai que parfois, certaines ont des discours avec leur sac à main, c'est des enfants, quoi. Évidemment, elles en prennent, c'est des femmes, elles ont un chauffeur, elles prennent pas le métro. Donc, en fait, leur sac en crocodile qui brille. Parce que s'il prend la pluie, c'est fini. Et puis, il faudrait limite pas le poser. Enfin, d'ailleurs, il ne faut pas le poser, en fait. Jamais par terre. Enfin, il faut en prendre un énorme soin. Parce que toujours avoir le crochet dans le sac. Par exemple. Mais c'est extrêmement fragile. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais en France, on en voit quand même très peu de ces sacs. C'est vrai. Ou alors un vieux croco des années 60, noir. Donc voilà, pour les vêtements, je reviens au phénomène de collection. On va dire et puis le collectionnisme, je ne sais pas si ce mot existe, a vraiment évolué parce que on est collectionneur pourquoi ? Soit, alors, il y avait un grand monsieur qui collectionnait la mode, qui s'appelait Asdin Alaya, qui est créateur lui-même, et qui, lui, avait un souhait plutôt de préservation du patrimoine. Puisqu'à l'époque, ça partait n'importe où, ça partait dans les poubelles. Par exemple, quand la maison Gray a fermé, je crois que les choses étaient dans la rue. Enfin, c'était quand même puisqu'il n'y avait aucune conscience de la valeur d'un patrimoine d'une maison de mode. Donc, lui avait vraiment ce tropisme, on va dire, de préserver tout ça. Et c'était vraiment, pour nous, les experts, c'était un collectionneur formidable qui a beaucoup défendu notre métier. Après, vous avez aussi donc des collectionneurs. Alors, c'est souvent, c'est ça, c'est des sachants, en fait, quand même. C'est des gens qui connaissent. On ne s'improvise pas collectionneur de mode, parce que la mode, on la met dans un placard, quoi. Mais ça, on peut revenir, parce que c'est en train d'évoluer un peu. Donc, soit vous êtes, par exemple, créateur. Alors là, vous achetez, parce que vous adorez l'histoire de la mode, de la construction. Mais en fait, c'est aussi pour s'inspirer. Ça, il y a beaucoup, beaucoup de studios de mode qui achètent de la mode du passé pour l'inspiration. Après, vous avez des gens, alors ça peut être, je sais pas, des professeurs dans des écoles de mode, des historiens de mode, qui ont une passion pour certaines périodes. Alors j'en connais un, il collectionne les années, alors c'est 40 et 80.
justement parce qu'il y a cette filiation. Après, il y a des bonnes femmes qui adorent les chaussures. Alors, elles vont s'acheter des chaussures. Alors, elles les portent. Je pense que ça leur plaît quand même de les avoir aux pieds, mais bon, c'est compliqué dans la vraie vie. Mais elles vont quand même, à force, devenir collectionneuses de chaussures. C'est vrai, malgré elles, ouais. Malgré elles. Et puis, une femme qui va beaucoup sortir, qui va acheter beaucoup de vêtements tout au long de sa vie, on pourrait considérer qu'à la fin, elle est collectionneuse. Et puis, comme à l'époque, les femmes, et c'est ça aussi, c'est qu'à l'époque, les femmes étaient fidèles à un couturier, à une maison, ce qui n'est plus du tout le cas. Donc, elles ont tellement accumulé qu'on peut aussi parler de... La garde-robe, finalement, se transforme en collection, mais par accident. Alors, ces femmes qui accumulent, justement, il y a un moment où, bon, soit à leur décès, comme tu dis, les successeurs s'en séparent, soit elles-mêmes, bon, peut-être pour aussi renouveler des fois, hein, parce que, bon, il y a celles qui ont des chauffeurs, mais il y a celles qui collectionnent aussi sans avoir de chauffeur et qui ont peut-être moins les moyens. Il y en a qui divorcent, il y en a qui grossissent. Voilà. Il y a plein de raisons. Non, il y en a qui déménagent. Donc, du coup, quelle solution, toi, d'ailleurs, tu me disais tout à l'heure que tu lançais en 2024, c'est ça, une maison d'enchères, c'est ça. Quelle solution, du coup, tu peux leur apporter à ces femmes-là, justement, pour arbitrer? En fait, ce qui est compliqué souvent, c'est que ces dames, elles n'ont pas 2 pièces. En fait, la plupart des gens qui ont 2 pièces à vendre, il n'y a pas de problème pour aller sur des sites de revente comme ça. Après, quand il y a une certaine quantité, il faut gérer tout ça. C'est-à-dire, en plus, sur ces sites, c'est elles qui font les photos. Donc, est-ce qu'elles ont un mannequin chez elles? Enfin non, c'est un vrai bordel. C'est sur un cintre, sur la porte. Quand tu vois les gens, comment ils font leurs photos de vacances, déjà, tu te dis... Bon, donc en fait, la maison de vente, elle est là pour valoriser le produit. Et comme nous, on a quand même un amour vraiment sincère pour tous ces vêtements, ces accessoires de mode, etc. En fait, on va en prendre soin. On va en prendre soin en les stockant bien, déjà. Ensuite, en les rendant beaux sur nos images, qui sont des belles images faites par un photographe, etc. Donc, en les faisant, comme ce qu'on avait dit, dialoguer avec des pièces actuelles ou du passé, mais enfin, en tout cas, en leur donnant une espèce d'interprétation contemporaine. En travaillant sur aussi leur contextualisation à l'époque où elles ont été créées, etc. En les vendant à des acheteurs qui sont quand même des gens qui ont quand même un peu des moyens de qualité, on va dire, qui s'intéressent beaucoup à la mode. C'est un fichier un peu spécialisé. C'est pas du tout la fille qui va aller s'acheter un pull à 30 balles sur Vinted. On n'est pas là-dedans. 30 balles, c'est cher pour Vinted. Ouais, c'est vrai. Bon, enfin, en tout cas... Alors, je ne veux pas non plus dire qu'on vend que des pièces à 5 000 €. C'est pas du tout le cas. J'ai vu une vente d'ailleurs que tu faisais récemment. Il y a des pièces accessibles. Hein. Tout à fait. Et donc ça, souvent, c'est pour ça aussi que les enchères commencent à se démocratiser. Je pense qu'avant, les gens avaient une perception des enchères, où c'était forcément des choses extrêmement onéreuses. Or, en mode, c'est pas du tout le cas. Vous pouvez faire des affaires folles. Et d'ailleurs, je précise que énormément de marchands achètent dans les ventes aux enchères la mode pour les revendre quand même 3 fois plus cher. Ou je sais pas combien est-ce qu'ils les restaurent, les pièces, ou pas du tout? Ou est-ce qu'ils les vendent dans l'état? Parce que tu vois, je regardais la vente aux enchères, la dernière sur laquelle tu communiquais. On voyait, effectivement, par exemple, sur une maroquinerie, on peut voir que l'intérieur peut être un peu abîmé, tu vois, il peut y avoir quelques griffures, quelques rayures. Est-ce que des gens, quand même, restaurent ou pas? Ça dépend du problème. Bon, sur la doublure, je pense pas. Il y a des choses qui sont pas réparables, au sens je sais pas, les coins un peu usés, bon, ça fait partie de la vie du sac. Oui. Et il y a la plupart des jeunes femmes, des femmes, ça les dérange pas spécialement. Ça fait partie du truc, quoi. C'est le sac, il est un peu patiné. Okay. C'est presque plus beau. Ouais. Alors pour les vêtements, ça dépend des problèmes. Évidemment, alors par exemple, il y a souvent un problème, c'est vraiment élégant, les auréoles sous les bras, parce qu'à l'époque, je sais pas, les femmes n'allaient pas forcément au pressing après. Enfin, en tout cas, la transpiration pouvait abîmer les tissus fragiles. Donc là, par exemple, il y a une solution, c'est on remonte un peu la manche, et on fait en sorte que le bout de tissu qui est imprégné disparaisse. Qui a changé de couleur au final. Hein. Exactement. Après, il y a des bouts. C'est quand même des coutures. Bon, c'est bon, on peut les refaire. Il y a des retoucheurs partout aujourd'hui. Je veux dire, ça vaut 10 € d'aller se faire retoucher un truc parce qu'il est un peu abîmé. Il y a plein de problèmes qui sont réparables. Okay. Si vous avez des taches à un ourlet de jupe, de toute façon, la jupe, si elle est trop longue, ça nous arrange bien. Hop, on raccourcit, on enlève les problèmes. Et il y a des problèmes ensuite. Bon, par exemple, dans la maille, souvent, ils ont été mités, enfin ça peut arriver, etc. Bon, là, on peut repriser. Bon, moi, je suis pas une maniaque de la perfection, je m'en fiche. Moi, j'adore repriser les choses. Et les plus beaux pulls, c'est les pulls qui ont plein de reprises, des cicatrices. Je trouve ça encore plus beau. Mais c'est comme les chaussures. Les chaussures, alors les chaussures, moi, personnellement, ça me dérange pas de porter des chaussures déjà portées. Ouais. Mais ça, il y a plein de femmes que ça rebute. Totalement, ouais. Donc, en fait, chacune a une approche différente et une sensibilité différente. Et
Et il y en a certaines qui voudront sûrement des choses en parfait état, et puis d'autres pas. Et puis... Donc, c'est pas vraiment un frein. Et c'est d'autant moins un frein sur les pièces patrimoniales. Là, on va vendre une robe chère. Oui, bah, ça va avec. Ça va avec c'est-à-dire, l'histoire, là, l'histoire de la pièce. Bah oui, là, on a une robe Chanel de 1900, à peu près 1900, vers 1920, parce qu'on n'a pas encore exactement retrouvé la date. Bon, bah, elle est quand même en super état, hein, je veux dire. Mais elle a des problèmes sous les bras qui sont cachés, donc c'est pas grave. Enfin, évidemment que cette robe, elle va pas être comme si elle sortait de la boutiquière. C'est des robes qui ont plus de 100 ans. Bien sûr. Donc, ça dépend où on se situe, voilà. Ok. Bon, on arrive à la fin de l'épisode. Oh bah déjà, finalement. Ouais, tu vois, hein, toi qui pensais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ? On n'a pas du tout parlé investissement, avant l'épisode, tu me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ? Tu poses des questions quand même. Non, mais c'est pour ça que le terme investissement, ça me plaît pas vraiment, parce que... C'est pas grave. Ok. Non, franchement, c'est pas grave. Okay. Bon, on l'a dit au début de l'épisode. Ouais. On l'a dit, on est plus dans le domaine de la collection, de la passion, tu vois, de l'affect aussi, que de l'investissement. Moi, c'est pas grave. Moi, ça me fait kiffer. Franchement, j'ai kiffé vraiment échanger avec toi 40 minutes sur ça. Super. Tu vois, ravi. Moi aussi. Et je pense que les auditrices, plus que les auditeurs. Oui, d'ailleurs, les hommes, non, mais vous savez comment ça s'y met. D'ailleurs, on a une vente homme en janvier. Je me suis noté une question, Pénélope. Ouais. Est-ce que les hommes ont intérêt à acheter des pièces de mode féminine ? Alors déjà, il y a beaucoup d'hommes, enfin beaucoup, certaines populations qui s'habillent en femmes aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai, et vraiment, on en croise de plus en plus. Donc, eux, oui, dans les ventes aux enchères, parfois aux expos, je vois des garçons, plutôt des jeunes garçons, qui viennent habillés, un peu en femme, c'est vrai, et même en rombière, quoi. C'est assez drôle. C'est quoi en rombière ? Bon, je sais pas, c'est en jupe droite, en dessous du genou, petit escarpin, sac Chanel. Okay. C'est pas forcément sexy, je veux dire. Ça me fait vraiment marrer, ça. Et donc, oui, ils peuvent tout à fait venir. Et je me souviens, pour la vente Margiela, j'avais beaucoup d'hommes qui venaient s'acheter des pièces Margiela femmes. Après, il y a des pièces qui sont unisexes. Mais même des hommes qui veulent s'habiller en hommes, ça existe aussi. Aujourd'hui, ça commence à un peu se développer. On n'en est pas au niveau de la femme, mais en tout cas, là, j'organise une vente en janvier. Homme, il n'y aura que de l'homme. C'est une prise de risque. Mais ça me fait plaisir, enfin, je trouve ça intéressant. Bon, avant que tu nous dises justement un peu où on peut te suivre, où on peut suivre tes ventes, etc., j'ai 2 questions pour toi. Est-ce que tu peux nous citer 3 marques iconiques où, en termes d'investissement, c'est une valeur sûre pour un sac, on en a cité, mais t'as pas, on va dire 3 modèles de sacs, mais sans utiliser la même marque 2 fois. Ok. Kelly, Hermès. De Hermès. Ouais. Timeless. Chanel. Je dirais Lady Di ou Lady Di. Non, c'est Lady Di. Je disais Di par rapport à la mort tout à l'heure. Bah oui, pardon, j'avais pas compris. Je comprends jamais les blagues. Lady Di, donc. Lady Di, pardon. De chez Dior. Lady Di. Et dernière chose, on n'en a pas parlé, mais pour quand même parler 2 secondes de Louis Vuitton, parce que Louis Vuitton, c'est quand même une marque très importante de sacs. Il ne faut pas oublier que les collaborations peuvent être quand même relativement cotées. Et je pense notamment aux créations de Virgil Abloh, qui était ce directeur artistique formidable qui malheureusement est parti très, très jeune, trop jeune. Il a vraiment fait des modèles incroyables et qui sont vraiment prisés. Parce qu'il n'y a pas beaucoup. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Ok. La deuxième question, c'est est-ce que tu peux me citer 3 marques qui sont des valeurs sûres dans l'achat de vêtements ? Ouais. Alors... Chanel, Yves Saint Laurent, époque Yves Saint Laurent. C'est-à-dire entre quand et quand ? C'est-à-dire entre 62 et 2002. Ok. Je sais pas si je vous dis Hermès, ce serait pas drôle d'ailleurs, parce que bon... après, je peux vous donner des... Ah oui, mais alors je vais carrément dans des... Dior. Alors après, ça dépend des époques, c'est ça le problème. Enfin, c'est pas un problème, mais évidemment que si vous achetez une robe Dior des années 50, votre robe, on est certaine qu'elle vaudra toujours beaucoup d'argent. Si tu as un budget et que tu dois faire un choix. Mais quel budget ? C'est ça. Ah bah oui, je veux bien le budget. À budget donné, tu dois faire un choix. Je sais pas, je vais pas citer de budget parce que c'est hyper subjectif, tu vois, par rapport aux gens à chacun, au portefeuille de chacun. Mais on va dire, tu dis Chanel, Yves Saint Laurent, époque Yves Saint Laurent. Oui, mais si on dit que t'as pas le droit d'utiliser une des marques de sac à main que tu as cité tout à l'heure. Bon, je sais pas, alors je pourrais te dire des maisons comme Couret, c'est un peu... Ça dépend vraiment du budget, parce que dans ce cas-là, je peux m'en remonter à s'il y a beaucoup d'argent. Schiaparelli, alors là, c'est sûr, ça ne perdra jamais d'argent, mais ça vaut déjà très, très cher. Ok. Paul Poiret, tous déjà ces créateurs avant-guerre. Balenciaga, j'insiste là-dessus, c'est quand même un des... Malgré la
popularisation un peu de... L'hyper-démocratisation de Balenciaga, un peu comme Gucci l'a vécu d'ailleurs. Ouais, mais ça, c'est pas gênant. Ça remet pas en cause le talent du couturier qui a fondé la maison. Regarde, il y a eu Lacoste, il y a eu quand même une ère... on n'est pas du tout dans le même univers, là. Non, mais c'est pour vulgariser un peu le truc, tu vois. C'est pas le même univers, mais il y a quand même eu un gros impact du fait de la démocratisation, tu vois, et de la popularisation de la marque. Oui, mais au départ, Lacoste, c'est un sportif qui a inventé une tenue sur le terrain, pour jouer. Oui, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. Mais il y a quand même eu une ère, je trouve, avant et une ère après démocratisation. Gucci, j'ai l'impression que c'est un peu pareil quand même aussi. Gucci, c'est-à-dire que c'est une marque italienne de sacs qui ensuite, comme Prada, comme toutes ces maisons, qui ensuite ont été faire des vêtements. Enfin, c'est normal. De toute façon, la mode est en train de grappiller de plus en plus d'univers d'expression. Je sais pas, aujourd'hui, j'étais à Milan, là, je vais chez Prada et il y avait de l'art de la table. Sans parler de l'art, tout ce qui se passe, les collabs. Donc, mais à ton avis, est-ce que c'est un problème pour une marque, une maison haut de gamme, de se déplacer sur d'autres territoires ? Ouais. Bah non, ils gagnent toujours plus d'argent. Ok, donc on en revient là finalement. On est là, quoi. Okay. C'est que ça. Ça, c'est une bonne conclusion. Est-ce que, avant de conclure justement l'épisode complet, tu peux nous dire justement où on peut te suivre ? Je sais que tu as une page Instagram par exemple, est-ce que tu peux nous la partager, même si je sais qu'elle n'est pas très active aussi. Ouais, elle est de plus en plus. J'essaie de faire des efforts. Okay. Alors c'est Pénélope_Blancard. Ça, vous avez son nom qui est écrit sur la description de l'épisode. On vous met le lien aussi. Prenez un site, pénélopeblancard.com, où là, vous pouvez découvrir les archives des maisons, des ventes. Mon travail de stylisme aussi, parce que parfois, j'ai des commandes. Je travaille pour des clients qui ne sont pas liés aux ventes. On fait aussi de la valorisation de patrimoine. Donc, on travaille pour des grandes maisons qui valent justement dans toujours cette idée de capitaliser sur un patrimoine qui aujourd'hui est un actif dans une société. On valorise les patrimoines des grandes maisons et des particuliers pour les assurances. Okay. Et puis, bientôt, le Pénélope Blancard va évoluer, je pense, en Pénélope Auction, parce qu'en fait, l'idée étant de monter, c'est pas une idée d'ailleurs, c'est une réalité, monter une maison de vente spécialisée dans la mode avec un grand M et de pouvoir proposer, adapter en tout cas les clés qui ont fait le succès des ventes aux enchères pour l'art à la mode. Voilà. Chouette. Pénélope Auction, donc auction comme les enchères. En anglais, ok. Ça sort quand ? Je sais pas, juin. Juin 2024. Juin 2024, ok, parfait. Ça arrive vite. Hein. Ça arrive vite. Ça, c'est sûr que ça arrive. En plus, avec les beaux jours, on est toujours très, un peu vite, plus... trop vite. Un peu plus consommateur avec les beaux jours. Ouais, peut-être. Tu seras prête ? Il faut, c'est comme ça. Ok. Ouais, je serai prête. Bon, merci beaucoup pour cet échange en tout cas. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Grâce à Karine. C'était chouette. On remercie Karine encore une fois. Absolument. Merci aussi aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Bien sûr. De plus en plus nombreux. Partagez cet épisode autour de vous parce que c'est un sujet passionnant. Un sujet, on l'a vu, pas forcément investissement, mais plutôt passion / collection. Et tant mieux si on revend et qu'on gagne de l'argent. Je ne peux pas dire le contraire, mais... Il faut pas le faire pour plaisir, ça. Le plaisir. Mais on a bien compris le sens de l'histoire en fait. Collection qui devient malgré tout un bon investissement parce qu'une liquidité à la sortie finalement. Ça peut arriver. Voilà. Et il faut prendre soin. Alors, dernier petit conseil, si vous achetez des sacs à main, pour pas qu'ils perdent de la valeur, prenez-en très grand soin. Voilà. Pas les porter tous les jours. La pluie, très, très mauvaise pour le cuir. Les bourrer, mettre quelque chose dedans pour pas qu'ils leur forme s'abîme, etc. Merci pour ces bons conseils, Pénélope. Merci, à bientôt. Julien. À bientôt. Merci, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.